Bonjour, Madame le ministre. Bonjour. Je suis Gokache Komla du quotidien national Togo Presse. Madame le ministre, le Conseil des ministres vient d'examiner un projet de loi qui modifie la loi du 15 décembre 2004 portant un régime judiciaire et fiscal harmonisé applicable au projet de gazoduc de l'Afrique de l'Ouest en République togolaise. Ma question est de savoir quels sont les changements induits par la nouvelle loi modifiant la loi de 2004 portant régime fiscal au Togo. Très bien, je vous remercie pour votre question. J'ai envie de dire pour commencer que le projet du gazoduc d'Afrique de l'Ouest est un beau modèle de solidarité qui fait en sorte que parmi ces 4 pays qui sont membres de ce traité, eh bien, celui qui a la matière première dont les autres ont besoin, en l'espèce ici le gaz naturel, fait le nécessaire pour le mettre à disposition des autres États partis à ce traité-là. Alors, les modifications de cette nouvelle loi dont le projet a été adopté par le Conseil des ministres sont de 3 ordres. La première modification est relative à la période d'exemption fiscale. Le transport du gaz naturel est assuré par la société Western African Gas Pipeline Corporation, que nous appelons en abrégé WAPCO. Et pour optimiser les chances de WAPCO de pouvoir atteindre les objectifs du projet gazoduc d'Afrique de l'Ouest, les États partis avaient convenu au début de son fonctionnement de lui accorder une période d'exemption fiscale. Il s'est agi ici de proroger cette période d'exemption fiscale parce que les conditions de mise en œuvre du projet et un certain nombre d'aléas qui sont indépendantes stricto sensu du projet, mais qui doivent être prises en compte dans l'appréciation globale de sa gestion, requièrent que cette société bénéficie de cette exemption pour une période qui est aujourd'hui estimée plus longue que ce qui avait été prévu à l'origine. Donc, la première modification est celle de l'exemption fiscale. La seconde tient au taux d'imposition de WAPCO. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, c'est un traité entre 4 États membres et ils n'ont pas forcément tous les mêmes taux d'imposition. Quand vous prenez l'impôt sur les sociétés, il peut varier selon que vous vous trouvez au Bénin, au Ghana, au Nigeria ou au Togo. Il s'agissait donc de faire en sorte que la société puisse bénéficier du meilleur taux pour alléger, si vous voulez, la pression fiscale et encore une fois, optimiser son fonctionnement puisque lorsque la WAPCO se porte bien, tous les États partis s'en portent mieux, si vous me passez l'expression. Le dernier ordre de mesure concerne une sorte d'élargissement avec la possibilité désormais accordée aux États de pouvoir octroyer des licences pour les chargeurs. Les chargeurs sont donc les entreprises qui sont responsables du transport du gaz de la source de production vers sa destination. À l'origine du projet, il y en avait un seul qui transportait le gaz à partir du Nigeria. Les choses évoluent, d'autres pays ont désormais du gaz naturel et il était donc tout à fait pertinent de faire en sorte que tous ces pays puissent ouvrir l'octroi de licences et laisser d'autres chargeurs venir également participer à cette activité. Voilà donc les 3 modifications majeures qui ont été apportées à la loi de 2004. Quelles seront les retombées pour la population? Alors, les retombées, j'ai envie de dire que si vous prenez le cas du Togo, les centrales qui fournissent l'électricité à la CET fonctionnent par préférence au gaz naturel. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous comprenons tous que plus il y a de gaz naturel, mieux la CET se porte. Et si la CET se porte bien et est en mesure de fournir l'électricité que tous les segments de la population demandent ou sollicitent, eh bien, les retombées sont bénéfiques pour nous tous. Je pense aux ménages, mais je pense également
à l'administration, aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, mais également aux industries. Et dans un contexte au Togo où la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement envisage ou vise la construction d'une croissance économique durable fondée sur les forces de notre économie, eh bien, vous voyez que le tissu industriel a vocation à continuer à s'étoffer et qui dit développement de l'industrie dit demande accrue en énergie électrique et donc ces modifications auront ces retombées-là sur le tissu industriel, sur le tissu des entreprises et sur le tissu des ménages. Vous et moi serons contents d'avoir de l'électricité à la demande à la maison. Voilà. Alors, bonjour Madame le ministre. Bonjour. Je suis Estelle Koudjounou, journaliste, directeur de publication du journal Gazelle Info. Alors, l'adoption de la nouvelle ordonnance en lien avec le Sénat au cours de ce Conseil des ministres marque-t-elle la phase ultime pour la mise en place du Sénat et, si possible, avoir une idée de l'échéance? Merci. D'accord, je vous remercie pour votre question. Au fil du développement, j'espère que nous aurons tous les éléments qu'il nous faut pour apprécier le niveau d'avancement. Je pense que nous pouvons, à défaut de parler de phase ultime, convenir d'un certain nombre de repères qui se trouvent simplement dans le texte de la Constitution du 6 mai 2024. Cette Constitution a prévu donc la mise en place progressive des institutions de la Ve République dans un délai n'excédant pas 12 mois. Ce sont là les dispositions de l'article 95. Et donc, vous avez 12 mois à partir du 6 mai 2024. Ça nous donne un repère. Ce repère, en termes calendaires, on va le fixer au 5 mai 2025. À cette date-là, toutes ces institutions devront avoir été mises en place. Donc, en tout état de cause, l'ordonnance qui a été adoptée par le Conseil des ministres permet l'organisation des élections sénatoriales. L'intérêt de l'organisation des élections sénatoriales, c'est que, vous l'avez vu, le Sénat, dans un système bicaméral parlementaire, qui est celui que nous avons adopté, participe à un certain nombre d'élections importantes dans le pays. Et donc, la prise de cette ordonnance va faire en sorte que le Sénat puisse se mettre en place. C'est une dynamique qui est en marche. Dans cette dynamique, vous verrez que les électeurs des sénateurs, si vous me passez cette rime un peu opportune, les électeurs des sénateurs sont constitués par les représentants des collectivités territoriales, notamment les conseils municipaux et les conseils régionaux. Je disais que la dynamique était en marche parce que les conseils municipaux sont installés depuis un certain nombre d'années. Les conseils régionaux ont été élus récemment. Ils doivent commencer à fonctionner une fois que le corps des gouverneurs aura été totalement installé pour convoquer la première réunion. C'est donc pour dire que c'est une dynamique et qu'encore une fois, je préfère que nous nous attachions à des repères plutôt qu'à la définition des étapes, parce que si nous disons aujourd'hui ultime, eh bien, il y a encore un certain nombre de choses à faire. L'important, ce qui est acté de façon inéluctable dans la Constitution du 6 mai, c'est que tout cela doit se faire dans un délai de 12 mois. Merci. Moi, c'est Parfait Atta. Je travaille pour le journal en ligne lominews.info. J'ai une question, puisque vous avez adopté une autre ordonnance relative à la deuxième chambre du Parlement, notamment l'Assemblée, la première chambre d'ailleurs, l'Assemblée nationale. Est-ce que les modifications de l'actuelle ordonnance touchent au nombre de députés? Et vous avez parlé des régimes d'éligibilité et d'autres aspects du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Est-ce que ces modifications sont applicables à l'actuelle législature? Alors, je vous remercie pour votre question qui a l'intérêt de nous permettre de bien comprendre nous-mêmes, puis de bien transmettre à nos cibles respectives et donc à la population togolaise. L'ordonnance qui a été prise visait à intégrer un certain nombre de réformes qui sont intervenues entre-temps, et notamment en janvier 2024, la loi organique qui a fixé le nombre de députés
togolais à 113. Je voudrais dire clairement que la question du nombre des députés ou de la modification du nombre des députés n'est pas à l'ordre du jour. Il s'agit simplement de se conformer, encore une fois, à la Constitution. Et la Constitution prévoit que la prise de ces textes dans cette période où nous nous consacrons à la mise en place progressive des institutions de la Ve République se fait par voie d'ordonnance ayant force de loi. C'est tout. Il ne s'agit pas de changer le nombre de députés, il s'agit simplement de prendre les textes au niveau où ils ont été prévus qu'ils soient pris par la Constitution. La même disposition nous parle des conditions d'éligibilité. Est-ce qu'on peut mieux comprendre ce qu'il y a dans cette éligibilité et à quelle législature cela va s'appliquer réellement? Je vois que vous revenez en quelque sorte sur la question de votre confrère. À quelle législature cela va s'appliquer? Je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'opérer un rétropédalage. Donc, tout ce qui est mis en place jusque-là est mis en place et cette dynamique qui nous mène vers la mise en place progressive des institutions de la Ve République se poursuit. C'est une marche vers l'avant. Vous comprenez donc que les conditions d'éligibilité dont vous avez parlé ne sauraient donc s'appliquer à une législature que postérieure à la date d'adoption de cette ordonnance. Alors, pour ce qui est des conditions d'éligibilité, disons qu'il y en a pour toutes les élections. Ce sont des conditions qui précisent la catégorie, la nature, si vous voulez, le profil des personnes qui peuvent prétendre être candidats à ces élections. Dans un texte qui organise des élections de ce genre, vous avez des dispositions qui sont relatives aux conditions d'éligibilité et qui, si vous voulez, se placent en amont de l'élection. Et puis, vous en avez qui sont relatives aux conditions d'incompatibilité et qui, elles, sont plus évolutives, l'incompatibilité pouvant être constatée, par exemple, après l'élection ou avec la survenue d'un élément nouveau dans la situation de la personne qui est candidate ou qui est élue. Madame, Messieurs, chers journalistes, j'ai été heureuse d'échanger avec vous à propos des importantes décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres. Je vous remercie de votre intérêt. Je vous exhorte à partager l'information et la bonne avec l'ensemble de nos compatriotes et vous souhaite une excellente soirée. Merci.